En quoi l'attachement anxieux te pousse, sans que tu t'en rends compte, à auto-saboter des relations qui pourtant ont un fort potentiel? Pour t'expliquer un petit peu, moi pendant 10 ans, j'ai saboté presque toutes mes relations. Dans mes relations passées, ces 10 dernières années, j'étais persuadée d'un truc, que il ne me donnait pas assez. Pas assez d'attention, pas assez de réassurance, qui proposait pas assez de dates. Et je faisais même exprès, parfois, d'arrêter de proposer pour tester, tu sais, pour voir si lui, il allait le faire, pour voir s'il voulait vraiment passer du temps avec moi. Je me disais, s'il a vraiment envie de passer du temps avec moi, si moi j'arrête de proposer, naturellement, il va demander, quoi, il va se bouger. Mais la vérité, c'est que j'étais soit avec la mauvaise personne, on n'était pas compatibles, on avait une vision du couple et de l'engagement différente, soit c'était une personne super engagée, il y avait un fort potentiel, mais peu importe ce qu'il faisait pour moi, c'était jamais assez. Dans ma première relation amoureuse, j'avais quoi? J'avais 18 ans et je vivais pour une seule chose à l'époque. Bon, le blush et le voir. Vraiment, c'était ma mission, c'était ma récompense de la semaine, je pensais qu'à ça. J'étais la seule qui avait le permis, donc ça dépendait de moi, tu vois. J'étais obsédée, je voulais le voir le plus possible. Je faisais tout pour être disponible, je planifiais jamais mes week-ends. Quand mes copines me demandaient ce que je faisais, je restais un peu floue, juste au cas où il m'écrirait à dernière minute pour proposer qu'on se voit. Comme une droguée qui en manque de sa dose et qui attend son dealer à l'angle de la rue, quoi. Obsédée par ses réponses à mes messages, à comparer aussi mes messages, enfin les messages qu'il m'envoyait avec ceux de la veille, en me disant attends, non mais là il a pas mis l'emoji bisou quand il m'a dit bonne nuit. D'habitude il me dit mon cœur, là ça fait 2-3 jours qu'il dit plus mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est encore bloqué sur la dispute qu'on a eue il y a 2 jours? Vraiment obsédée par ce qu'il pouvait bien faire, ce qu'il pouvait bien penser, et surtout quand il me répondait pas. Alors là, je me faisais des films, ça partait en boucle du style, ok, attends, là, il est 11h30, il a fini son match de tennis à 10h, le temps de se changer, de parler avec le coach, tout ça. Là, il est 10h50, moi, je lui ai envoyé à 10h30 un message, sauf que j'ai vu qu'il a posté une story à 10h45, ça veut dire qu'il a pris son téléphone. Je lui avais déjà envoyé un message depuis 15 minutes, il a vu mon message, il m'a pas répondu volontairement, pourquoi il m'en veut, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était foutu. C'était parti, rumination, montée d'angoisse, perte de contrôle totale. En fait, j'étais plus en contrôle de ma vie, quoi. Ma vie dépendait de ses messages, de ses attentions, sa disponibilité. Et 90% du temps, ça finissait par exploser. Soit ça partait en pavé par message, forcément qu'il laissait en vue et qui répondait pas, ou alors je devenais froide, piquante et je lui répondais plus pour lui faire payer de m'avoir fait du mal, en fait, de pas m'avoir répondu aussi vite que je l'aurais voulu. Et il y avait un autre truc aussi, c'est que souvent il annulait à la dernière minute. Tu sais, ce moment où t'es dans la voiture, t'as mis 2 heures à te préparer, et là sur la route pour aller le voir, tu reçois un message. On peut pas se voir ce soir finalement, j'avais complètement zappé, c'est la nif de Julien, je peux pas annuler, désolé, on se voit demain. J'étais en rage. Pas en colère, hein. En rage. Je me souviens, j'appelais ma mère ou ma meilleure pote, la première qui répondait le plus vite, pour tout déballer, pour leur dire à quel point c'était abusé, ils se fichent de moi, etc. Et pourtant, je restais dans la relation. Pourquoi? Parce que les moments où on était ensemble, c'était tellement fort, et surtout c'était ma première relation vraiment importante, et j'avais pas les armes, en fait, j'avais pas les protections plutôt pour naviguer là-dedans. Bref, tu l'auras compris, une belle relation toxique. Et ça me mettait en rage parce que ça venait toucher un truc bien plus profond. La croyance que dans le fond, j'en vaux pas la peine. Dans le fond, je suis pas assez bien pour lui, c'est pour ça que il annule à la dernière minute, qu'il propose pas, que voilà, je suis pas assez bien pour lui. Même si c'est fort quand on se voit, dans le fond, il s'en fiche un peu. Et même après la rupture, je continuais à y retourner, en espérant qu'à travers nos ébats sexuels, il retombe amoureux de moi. Spoiler, si tu te trouves dans cette situation, ça ne marche jamais. Ça va juste te briser le cœur un peu plus à chaque fois. Quelqu'un ne va pas développer des sentiments pour toi juste parce que vous avez des ébats sexuels. On développe des sentiments parce qu'il y a aussi des dates sans relation sexuelle, parce que on se voit, parce qu'on a des conversations profondes, parce que on passe des moments de connexion. C'est pas que sexuel. Alors que moi, post-rupture, on se voyait que à 22h, je repartais à minuit, basta. Et j'espérais que comme ça, c'est les seuls petits moments de connexion que j'avais avec lui, on allait repartir dans quelque chose de couple, quoi. Et je me souviens d'un soir, j'étais allée chez lui, donc à 22h, on se pose sur le canapé, et juste avant d'avoir un coït, je l'arrête et je lui demande, cash, écoute, on est quoi là? Moi j'ai besoin de savoir, est-ce que tu veux qu'on se remette ensemble? Et là il me dit, non, qu'il allait partir faire ses études ailleurs et qu'il voulait pas d'une relation à distance. Et ça m'a brisé le cœur. À partir de là, j'ai basculé à l'opposé total. J'étais froide, détachée, j'avais des relations sans engagement, tu vois, dès que ça venait sérieux, au bout de 2 mois, ils me demandaient, on est quoi? Hop, je me carapatais. Ou bien des relations qui ont quand même duré 1 an ou 2 ans. C'était des mecs vraiment bien, vraiment des belles personnes, engagées, mais j'en demandais
toujours plus d'attention, de preuves d'amour, de cadeaux, de propositions de date, de moments de qualité, de services rendus. Je demandais tous les langages de l'amour pour remplir mes insécurités, en fait mon panier qui était percé de trous et que je voulais absolument remplir, mais que dans tous les cas il y avait les trous donc ça restait pas. Et la raison pour laquelle je te dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que l'attachement anxieux te pousse soit à rester dans la mauvaise relation, soit à auto-saboter une relation à fort potentiel sans que tu t'en rendes compte. Et le problème, c'est que si tu comprends pas ça, tu vas continuer à soit reproduire les mêmes schémas et détruire une relation à fort potentiel au lieu de la faire évoluer, soit tu vas t'enterrer dans une relation avec une personne non disponible et aggraver ton anxiété relationnelle comme moi je l'ai fait dans ma première relation. En gros, tu vas alterner entre des moments où tu es ultra sweet, aimante, attentionnée, solaire et d'autres où tu exploses, où tu te fermes complètement et ensuite tu regrettes d'avoir dérégulé comme ça aussi fort. Tu vas t'excuser, tu vas essayer de réparer et puis ça recommence. Tu vois, t'es sweet, t'es solaire et puis ça repète, t'exploses, tu culpabilises, t'y retournes, tu t'excuses, t'es sweet et en fait c'est vraiment un cercle vicieux sans fin qui te draine ton énergie et qui te déconnecte à chaque fois de qui tu es vraiment. Un cercle vicieux quoi. J'ai beaucoup de femmes aussi qui me disent Margot, vraiment moi j'ai l'impression de devenir carrément une version de moi aigrie, impulsive, parfois même méchante, alors que de base, moi, je suis une personne ultra solaire. Bah ouais, t'es juste activé en permanence dans ton attachement anxieux, dans tes blessures. En fait, c'est que des réactivations qui, si elles sont jamais traitées et toujours mises sous le tapis, le subconscient va continuer à les utiliser en trigger pour dans ton présent, éviter au maximum des trucs qui pourraient ressembler à ce que tu as vécu dans le passé. Ton cerveau est en constante prédiction du bullshit qui peut se passer là dans le présent en fonction des bullshit qui s'est passé dans le passé. Il veut te protéger. Et aujourd'hui, je vais t'aider à mettre en place de la clarté là-dessus. Je vais parler de 4 comportements d'auto-sabotage classiques de l'attachement anxieux et surtout comment les stopper pour que déjà tu puisses te reconnaître si tu es dans l'un de ces 4 et comment tu peux, en plus d'en avoir conscience, les stopper. Le premier comportement d'auto-sabotage de l'attachement anxieux, c'est le jeu d'ego. Tu sais, le fameux suis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, où tu veux de la proximité, mais je vais faire semblant de m'en foutre. Par exemple, il va mettre 2 heures à répondre. Quand il répond, toi, tu vas mettre 3 heures. Pas parce que tu as envie d'attendre 3 heures, c'est même un supplice d'attendre 3 heures, mais pour rééquilibrer le jeu de pouvoir entre vous. Comme une balance invisible, tu vois. Toi, tu m'as fait ressentir du manque, bah tiens, tu vas le ressentir aussi, comme ça on va équilibrer. Sauf que tu es la première à souffrir de ça, et c'est comme si t'avais soif, que tu refusais de boire, juste pour prouver que t'as pas besoin d'eau. Mais tout le monde sait que tu vas finir assoiffé, voire pire, complètement déshydraté. Donc ce que tu peux faire, à la place, pose-toi cette question. Est-ce que ce comportement me rapproche de la personne que je veux incarner en couple ou m'en éloigne? Qui je veux être en couple? Est-ce que je veux être une femme authentique qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut et qui joue pas à des jeux de pouvoir parce que mon partenaire c'est mon coéquipier, pas mon adversaire? Ou est-ce que je veux jouer à des jeux de pouvoir pour rééquilibrer la balance et puis au final pas être vraiment moi-même? Et entraîne-toi à être aligné. Si tu as envie de répondre, tu réponds. Et si tu vois que ça le fait fuir, que ton côté disponible et fiable et je réponds tout de suite, ça le repousse, parce que lui il cherche l'adrénaline à travers le jeu du suis-moi je te suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, et bah aussi dur que ça puisse être à accepter, tu vas te rendre service en voyant clair dans son jeu le plus vite possible pour stopper cette relation et te protéger. Et il y a une phrase que j'adore, sois toi-même en toutes circonstances pour que les âmes qui te cherchent puissent te trouver plus vite. Deuxième comportement d'auto-sabotage, c'est de tester sans communiquer. Tu sais le fameux « mais c'est logique, il devrait savoir » ou alors « je lui ai dit une fois », c'est bon quoi, il le sait, il le fait exprès du coup. En gros, tu voudrais qu'il te propose plus de dates, tu voudrais qu'il soit plus force de proposition, qu'il prenne des initiatives et tu dis rien, t'attends parce que t'espères, tu testes. Sauf que ça entretient un cercle d'espoir-déception qui au final est très douloureux à la longue. Par exemple, toi tu vas laisser ton week-end libre et t'espères qu'il propose. Et quand il propose pas, tu exploses. Alors que lui, il avait même pas les infos que dans ta tête, t'espérais faire un truc le samedi après-midi, tu vois. Je te donne l'exemple d'une coachée. Elle attendait que son partenaire lui dise bonne nuit tous les soirs. Et chaque soir, elle finissait de travailler tard, elle arrivait dans la chambre en espérant qu'il soit encore éveillé pour pouvoir parler 5 minutes avant de dormir. Tu vois, le petit rituel de allez, on se connecte au moins 5 petites minutes juste avant de s'endormir. Sauf qu'elle lui a jamais dit qu'elle espérait ça à chaque fois. Parce qu'elle testait inconsciemment s'il allait lui aussi vouloir un moment complice avec elle. Si lui aussi il allait vouloir passer 5 petites minutes de connexion avec elle. Elle était dans un test. C'est le fameux
c'est logique, en fait, je devrais même pas avoir demandé. Ou je veux qu'il veuille aussi. Par exemple, tu voudrais qu'il t'offre des fleurs, tu lui demandes de t'offrir des fleurs, il t'en offre, mais t'es déçu quand il te les offre. Parce que c'est pas les fleurs que tu voulais, c'était qu'il y pense de lui-même. C'est de l'attention, c'est qu'il pense à toi. Ou alors, je veux qu'il veuille aussi. Je veux qu'il veuille aussi connecter avec moi 5 minutes le soir. Je veux qu'il veuille passer du temps avec moi. Donc, je veux que lui propose. Donc, ce que tu peux faire, si tu te surprends à faire ça aussi, tu prends un papier, tu notes tes attentes, même les petits trucs tout bêtes, hein, comme le bonne nuit du soir ou le bonjour du matin. Puis, tri. Est-ce que c'est légitime pour moi? Ou est-ce que c'est un truc que j'ai vu dans un film ou chez le copain d'une copine, mais dans le fond, moi, je m'en fous un peu. Deuxième question, est-ce que c'est respectueux de qui il est? Ou est-ce que ça touche à son individualité, ses valeurs, sa personnalité? Et ensuite, tu communiques à froid. Si c'est vraiment une attente que tu veux et que c'est compatible avec sa personnalité, tu la communiques à froid. Pas sur le moment où tu vois qu'il s'est endormi, en mode tu le réveilles, tu lui dis on sait même pas parler, etc. Pas à chaud, vraiment à froid. Par exemple là, dans l'exemple que je t'ai donné, le lendemain matin, au petit-déj. Et mon cœur, ça te dit qu'on essaie de mettre en place un petit rituel de bonne nuit le soir parce que je sais que je bosse tard et tu me manques en fait. J'aimerais qu'on se dise bonne nuit, un petit câlin. Est-ce que tu peux, avant de dormir, me le dire? Comme ça, je viens, on se fait un petit câlin avant que toi tu t'endormes. Tu me dis, mon cœur, je vais me coucher, bonne nuit. Comme ça, bah moi je viens, on se fait un petit câlin. Et puis après, tu vas te coucher pendant que moi je termine mes 2-3 trucs. Vouloir qu'il veuille les mêmes trucs que toi, c'est voué à l'échec parce que c'est lié énormément à votre conditionnement. Si petite, papa et maman venaient te border chaque soir et il y avait vraiment un rituel autour du bonne nuit, alors c'est devenu ce qu'on appelle un ancrage pour ton cerveau. Et le voir s'endormir direct sans faire ce rituel avec toi, ce qui s'active, c'est la petite fille en toi qui attendait que maman ou papa viennent faire le rituel, qu'on vienne l'aborder et qui s'impatientait. Alors que lui, certainement, que petit, personne ne venait le border simplement parce que c'était pas un rituel dans leur famille. C'est 9 fois sur 10 lié à ton conditionnement, ta socialisation. Troisième comportement d'auto-sabotage, c'est le paradoxe de l'anxieux. Par exemple, quand tu vas attaquer ou bouder pour obtenir de l'affection. Tu veux lui dire quelque chose qui t'a blessé, un comportement qu'il a eu et qui t'a fait du mal, que tu voudrais qu'il comprenne. Tu vas lui dire, bah tu vois, quand t'as oublié de ramener la farine, que je t'ai demandé pour le gâteau, ça m'a un peu blessée. J'aurais aimé que tu y penses parce que ça me donne l'impression que mes efforts pour faire un gâteau ce soir sont reconnus. Alors que quand tu oublies la farine, ça me donne l'impression que tu t'en fiches en fait de l'effort que j'essaie de mettre pour nous préparer un bon repas, un petit truc sympa. Mais lui, il va se braquer parce qu'il confond comportement et identité. Il pense que t'es en train de dire qu'il est une mauvaise personne. Et là, c'est le drame, il se ferme, toi t'attaques. Donc il se ferme encore plus, donc tu te sens incomprise. Parce que ton besoin, il était d'être comprise, de recevoir de l'empathie, un petit câlin, une réponse douce, un merci de l'avoir dit, la prochaine fois je ferai plus attention, ou merci d'avoir pensé à faire un gâteau, t'es la meilleure des chéries. Mais c'est pas ce que tu reçois. Alors ton cerveau, il réagit en attaque, je me ferme, je boude, je deviens un bloc de glace. Et le paradoxe, c'est que tout ce que tu voulais, c'était recevoir de l'affection et de la compréhension, mais ton comportement, ça va être attaquer, être froide ou bouder. Et lui, il va se braquer à son tour, il active ses mécanismes de protection, il se ferme et le lien se couple encore plus. Tu vois le genre de paradoxe? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'anxieux, parce que tu veux plus que tout être comprise et aimée, et quand ça bloque en face, tu bascules dans ton mode de défense qui te fait t'éloigner complètement de ton objectif initial. C'est un petit peu comme envoyer une flèche pour espérer recevoir un câlin. Tu vas projeter un comportement qui est antinomique par rapport à ce que tu souhaiterais recevoir. Ce que tu peux faire concrètement ici, tu respires, régule-toi avant de parler. Tu ne pars pas à chaud. Tu vas exprimer ton besoin clair et simple comme ok, là j'ai été un peu blessée par ce geste, j'aurais aimé que tu comprennes ce que ça m'a fait. La prochaine fois, si tu penses à ramener la farine quand je te le demande, ça me ferait plaisir, pas parce que c'est un gâteau ultra important, mais parce que ça montrerait que mes efforts pour faire un gâteau sont reconnus. Parce que dans mon monde, c'est ça qui fait mal. Sois vulnérable, pas accusatrice. Et je répète, plus de vulnérabilité, moins d'accusation. C'est ça qui fait que l'autre en face ne va pas se braquer et va comprendre pourquoi dans ton monde, ça t'active plutôt que de le comprendre comme un reproche. Pas de comme d'hab, je peux pas compter sur toi, de toute façon tu t'en fous de mon gâteau, mais moi j'ai ressenti ça et j'aurais aimé ça. Observe la réponse de l'autre et accepte que la compréhension puisse venir petit à petit. On n'est pas tous au même niveau d'empathie et de compréhension. Il y a des personnes qui mettent plus de temps à se rendre compte que la carte n'est pas le territoire. Il y a des partenaires qui mettent plus de temps à se rendre compte que leur comportement n'est pas leur identité. Et donc, le fait de se braquer, ça se déconstruit
et ça peut prendre un peu de temps selon les profils. Quatrième comportement d'auto-sabotage, c'est se créer des films catastrophes. Faut savoir que l'anxieux, c'est un vrai Spielberg, hein. D'un détail, il te sort un film super détaillé avec des personnages, des retournements de situation, des effets spéciaux et même le popcorn. Par exemple, il va chez le coiffeur avant une formation de 3 jours. Dans ta tête, c'est pourquoi il va chez le coiffeur juste avant la formation? Il veut plaire à quelqu'un? Il a des vues sur une collègue ou quoi? Pourquoi il va pas au coiffeur pour moi? On est allé au resto la semaine dernière, pourquoi il est pas allé pour moi avant le resto? Pourquoi il y va pile avant la formation? Ou alors, il s'achète des nouveaux habits pour aller au sport, et toi, tu te dis, ok, pourquoi là, soudainement, il se rachète tout un tas de vêtements pour aller au sport? Est-ce qu'il a une gym crush? Ou encore, pourquoi il a changé son fond d'écran? C'est bizarre. D'habitude, c'est nous, et là, c'est un paysage. Il veut me cacher de qui? Ton cerveau écrit un film de science-fiction. Et tu finis par le prendre pour un documentaire réel. Donc, ce que tu peux faire, déjà, nomme-le. Ok. Là, je me raconte une histoire, ce n'est absolument pas fondé. C'est peut-être un warning intéressant, mais pour le moment, c'est pas fondé. Puis tu vas trouver 3 autres explications. Il veut être présentable pour sa formation, c'est normal. Je peux lui faire confiance. Il veut avoir confiance en lui quand il prend la parole en groupe, donc le coiffeur c'est important. Et surtout, ne réagis pas à chaud. Tu peux lui dire effectivement que ça t'a trigger, mais encore une fois, sois vulnérable, pas accusatrice. Et c'est ça qui crée les plus belles relations. Quand vraiment tu y vas en mode, mon cœur, je comprends que tu veux être présentable pour ta formation, et je t'avoue que quand tu es revenu du coiffeur, la veille de partir à ta formation, j'ai eu quelques petites pensées, j'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un là-bas. Est-ce qu'on peut en parler? Et petit à petit, quand toi tu te montres vulnérable, pas évident pour l'ego, hein. C'est un vrai travail, hein, ce que je te demande là. Moi, c'était très difficile aussi au début, hein. Et bah petit à petit, l'autre va voir que aussi c'est ok de se montrer vulnérable, et là vous rentrez dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus toi tu vas être naturel, vulnérable, authentique, et plus lui va se dire ah mais elle est souvent comme ça veut dire que peut-être je peux essayer aussi, peut-être que je peux me livrer comme elle le fait. C'est pas dangereux en fait, je peux le faire. Se montrer vulnérable ne te fait pas paraître faible, ça aide à renforcer la connexion entre vous. Donc voilà, tu vois un peu tous les patterns là. Tu veux de l'amour, mais tes réactions la plupart du temps créent de la distance. Et tant que tu changes pas ça, tu vas continuer soit à saboter des relations qui auraient pu être belles, soit à rester dans des relations où t'as rien à y foutre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se déconstruit et se reconstruit. Tu peux devenir plus sécure. Tu peux créer une relation apaisée. Tu peux arrêter de souffrir comme ça en permanence avec les scénarios catastrophes, les jeux de pouvoir, les jeux d'ego, les suis-moi je te fuis-moi je te suis. Et si tu vas aller plus loin, on t'accompagne là-dessus avec grand plaisir chez MN Coaching avec la méthode miroir. Tu as toutes les infos sous la description. Et si cette vidéo t'a parlé, envoie-la à quelqu'un qui en a besoin et n'hésite pas à mettre en commentaire les comportements qui résonnent pour toi. On se voit à la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi.